Une synthèse de ce qui s'est passé dans la matinée. C'est pour ça que j'ai à mes côtés, on va dire, les deux représentants des organisations qui ont organisé, ça fait un peu redondant, mais bon, donc cet événement. Jean-Pierre Riche, secrétaire général de l'Institut Origine, et à ses côtés, Alexandre Roche, délégué général du CER, syndicat des énergies renouvelables. Jean-Pierre, je vais commencer par vous, sur le regard que vous portez sur les différents échanges et différents débats qui ont eu lieu ce matin. On le voit quand même, il y a un engagement de la part des entreprises. Alors pourquoi est-ce qu'elles s'engagent? Qu'est-ce qu'on sent dans tout ça? Merci Nathalie de me donner la parole en premier. Moi j'ai retenu deux motivations, enfin j'ai retenu une motivation principale, c'est compétitivité. Compétitivité, c'est un mot qu'on a entendu toute la matinée, dès le début des premiers discours, mais on a trouvé ça surtout de manière extrêmement visible dans l'étude qu'a menée RE100 avec Capgemini. On a aussi entendu la SNCF, la Poste, Danone, Microsoft, les intervenants ou Rocket ou Système U qui parlaient de compétitivité et de l'intérêt économique des énergies renouvelables. Donc on voit bien que les énergies renouvelables, ce n'est pas seulement un moyen de lutter contre le changement climatique et d'intégrer une responsabilité sociétale dans la démarche de l'entreprise, mais c'est aussi un vrai levier de compétitivité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait choisi avec le CER et l'Institut Origine d'organiser l'événement ici au ministère de l'économie et des finances, et c'est aussi pour ça qu'on avait demandé à monsieur le ministre de l'économie et des finances, et il a accepté de parrainer la journée d'aujourd'hui. C'est parce qu'on était convaincus que c'était un point qui allait apparaître dans la journée, et on l'a bien vu. Compétitivité, et puis puisque tu me posais la question des motivations, on voit aussi qu'à côté de certains enjeux de compétitivité, il y a clairement un enjeu de responsabilité vis-à-vis des stakeholders, des parties prenantes, en particulier du personnel. La motivation du personnel a été citée plusieurs fois ce matin par les intervenants. La motivation des actionnaires, je pense, on entendra encore plus parler cet après-midi, mais elle est aussi là. Donc il y a clairement un enjeu de motivation à la fois des équipes et des actionnaires. Et puis on a aussi évoqué ce matin rapidement, on le verra peut-être encore plus cet après-midi dans les interventions de Solvay, de Michelin aussi, on a vu que ça devient aussi parfois ou de plus en plus une exigence des clients ou une attente des clients qui souhaitent utiliser ou travailler avec des entreprises qui ont ce genre de démarche environnementale, et en particulier une démarche environnementale sur les énergies renouvelables. Donc pour moi, la compétitivité est clairement le maître mot, mais on voit qu'il y a d'autres motivations autour de celle-là. Alors, juste un dernier mot peut-être avant que tu passes la parole à Alexandre. Ce que je voulais aussi dire de la matinée, qui était évident pour moi, c'est qu'on voit que le mouvement est enclenché. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est désormais... Alors, tout le monde n'a pas la maturité d'un Microsoft en fin de matinée ou de ce qu'on verra de Solvay, je pense, cet après-midi. Mais les entreprises sont désormais engagées avec des objectifs clairs, des feuilles de route. On est en train de passer de la phase de pilote à la phase de déploiement. Et donc là, on est parti dans un mouvement dont on peut espérer évidemment qu'il va s'étendre à de plus en plus d'entreprises. Tout le monde n'a pas encore le discours militant d'un Marc Roquette ou d'un Serge Papin, mais on voit que tous les dirigeants d'entreprise et le middle management ont maintenant clairement en tête que c'est le chemin sur lequel il faut passer, et le RE100 le montre, puisqu'ils sont maintenant 150, je sais plus, 151 entreprises à avoir signé, alors qu'on était à 90 il y a un an. Donc c'est le début d'un processus. Il faut souhaiter que toutes les entreprises viennent y adhérer. Peut-être qu'on aura l'occasion d'ailleurs dans les conférences des années prochaines de suivre ce processus. Oui, exactement, de suivre l'évolution. Pour rebondir sur le programme, Jean-Pierre, dans un instant, il sera largement question des outils, et en particulier évidemment des PPA. Avec Michelin, on en parlait, Uniper, Solvay, pour ne citer que, et aussi la plateforme Resource, qui est associée aussi à l'événement, et on y verra aussi un peu plus clair sur le lien qu'elle crée justement entre producteurs et consommateurs. Alors Alexandre, donc on a vu des entreprises engagées, un mouvement. On a senti quand même ce matin qu'il y avait encore des freins. Heureusement, il y a des leviers. Il y a encore des difficultés, quoi.
Mais il y a d'abord aussi un grand besoin, parce que c'est vrai que moi j'ai été assez frappé de ce que disait Fatih Birol. Les émissions de CO2 continuent d'augmenter. Et face à ça, il faut aller plus vite sur les énergies renouvelables. Et j'étais assez étonné d'apprendre que dans les scénarios que l'AIE va présenter, l'éolien sera la première source d'électricité en Europe à partir de 2025. Donc voilà, il y a, je pense d'abord ce cadre plus général qui était intéressant de rappeler sur pourquoi on fait tout ça, et derrière finalement l'exigence que l'ensemble des acteurs puissent s'engager dans la transition énergétique, et notamment donc les entreprises consommatrices d'énergie, aujourd'hui des grands groupes, mais demain aussi des PME. Alors sur les freins, ce qu'on a entendu ce matin, il y a d'abord en effet un peu cet exercice de conviction du top management qui a été mentionné à plusieurs reprises, et puis je trouve que c'était intéressant justement d'entendre des gens très convaincus ici témoigner de leur démarche en interne pour convaincre le top management d'y aller. Il y a évidemment la question des prix. Alors certes, les énergies renouvelables sont très compétitives et elles ont été citées comme un facteur de lutte contre la volatilité des prix, de sécurisation finalement, mais c'est vrai qu'on est aussi, en fonction des marchés sur lesquels on se situe, encore avec des questions sur les prix. On a eu des retours sur l'autoconsommation collective qui n'est pas toujours facile d'appréhender. On est vraiment sur le début pour l'instant dans le cadre français de l'autoconsommation collective, mais je pense que c'est quelque chose qui pourra aussi intéresser à terme des entreprises qui souhaiteraient prendre des parts dans une installation en autoconsommation collective. On a eu un autre frein qui a été mis en avant pas mal ce matin, c'est celui des garanties d'origine, qui en fait lorsqu'on est dans un contrat sous tarif d'achat, sous complément de rémunération, eh bien la garantie d'origine, avec le nouveau décret qui a été publié en début d'année, cette garantie d'origine vont être mises aux enchères. Donc la question que certains ont soulevée ce matin, c'était de dire, nous, pour nos obligations de reporting, on doit pouvoir réellement, si on souhaite contracter avec un parc qui est sous complément de rémunération, on a vraiment besoin finalement de retrouver nos petits et de pouvoir dire dans nos obligations, eh bien, ce volume d'électricité renouvelable, on peut certifier qu'il correspond à telle installation. Et c'est vrai que la mise aux enchères en fait coupe ce lien entre les deux. Donc ça, c'est un sujet qui a été mis en avant. Moi, j'ai retenu aussi que pour certains acteurs qui souhaitent s'engager sur des PPA, notamment de gros volumes, que le fait que la taille moyenne des projets en Europe et en France est peut-être plus petite que ce qu'on connaît à l'étranger, pouvait représenter un frein dans la mesure où voilà, on ne va pas contractualiser plusieurs fois avec des installations de 10 MW, ce qui, je pense, va être très intéressant pour le débat de cet après-midi, de voir quels sont les mécanismes justement d'agrégation qu'il est possible de déployer là-dessus. On a eu des exemples de freins plus liés à la perception qu'ont les investisseurs et les banques du rating de certains acheteurs consommateurs qui veulent s'engager dans des renouvelables via des PPA. Donc il y a, je pense, là aussi beaucoup de choses à dire cet après-midi sur quelle est la perception du risque financier là derrière. Et puis peut-être pour rebondir sur les leviers, parce que j'ai beaucoup aimé ce que disait la représentante de Microsoft qui faisait remarquer qu'il n'y avait jamais de problème sans solution. Je pense que beaucoup de leviers ont déjà été esquissés ce matin. D'abord, le premier, c'est l'exemple des pairs et la pression des pairs. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des conférences comme celle-ci aujourd'hui où on peut échanger un petit peu sur les pratiques des uns des autres. On voit que finalement, les pratiques sont assez différentes. Les points d'avancement, les points de départ sont très différents d'une entreprise à l'autre, mais c'est vraiment intéressant entre les secteurs d'ailleurs, chaleur, électricité, de pouvoir échanger là-dessus. Il y a une idée de former des référents énergie au sein des entreprises. L'ADEME l'a mentionné, avec des dispositifs même d'aide dédiés à ce genre de démarche, donc pour faire infuser un peu plus la culture de la sobriété énergétique et la diversification énergétique au sein des entreprises. Il y a eu des exemples très concrets de leviers, ça a été mentionné ce matin, d'aller ressusciter des dispositifs de suramortissement pour faciliter un petit peu le financement des projets. Et puis, il y a eu, et je crois que ça c'est quelque chose sur lequel on va être attentif cet après-midi, tout ce débat un peu de la gestion des nouveaux risques qu'on a, le risque de l'off-taker, le risque du producteur, avec des nouvelles logiques assurantielles qui ont été mentionnées ce matin. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur comment on se partage les risques dans ce nouveau monde finalement qui est un peu moins connu en France.
Et puis peut-être une dernière idée de levier que j'ai trouvée intéressante, c'était celle du regroupement finalement, de l'hybridation. Je pense que c'est vrai qu'on va sans doute aller, on a parlé ce matin, les PPA peuvent être mis en place soit pour des parcs en sortie de tarifs d'achat ou pour des installations, des nouveaux investissements. On va sans doute aller vers un système d'hybridation des actifs où on aura à la fois des actifs de différents types d'âge et puis peut-être de différentes sources d'énergie pour... c'est finalement peut-être une autre manière de sécuriser un peu les choses et d'aller fournir des offres plus complètes aux consommateurs. Donc voilà, moi je suis très content de ce qu'on a entendu ce matin. Je pense que c'est important aussi que un syndicat de représentant d'abord les producteurs d'énergie renouvelable écoute les consommateurs. On a appris pas mal de choses, je crois. Donc voilà, je me réjouis de la poursuite de la discussion cet après-midi. Oui, et ça va encore donner évidemment lieu à des débats riches pour rebondir sur la question de la maîtrise des risques. On aura une deuxième table ronde, notamment avec Eiffel Investissement, BNP Paribas, encore le cabinet de Gaulle, Florence et Associés, EY et même un fabricant Vestas pour parler de ces enjeux-là. Donc c'est important qu'ils puissent échanger. Merci à vous deux, Jean-Pierre Riche et Alexandre Roche, pour le regard d'origine et du CERF sur cette matinée. Merci. Je voudrais remercier aussi vous tous qui êtes venus aujourd'hui, parce que par votre présence, vous avez démontré que le sujet est intéressant et qu'il est en route. Donc merci à vous aussi. Voilà, vous pouvez vous applaudir.